Je m'appelle Aline Frazier, je suis rhumatologue à la Riboisière et donc je remercie déjà l'association de m'avoir conviée à vous faire cette présentation. J'ai souhaité faire une présentation assez générale et éviter l'écueil du catalogue, donc j'espère que je répondrai à ces objectifs et que malgré tout je vous donnerai des informations intéressantes. Voici mes conflits d'intérêts. La polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn ont ce point commun qu'elles sont des maladies inflammatoires chroniques. Leurs manifestations principales sont cantonnées pour chacune à ce qu'on peut appeler un organe, les articulations et en particulier la membrane synoviale des articulations pour la polyarthrite rhumatoïde et puis le tube digestif pour la maladie de Crohn. Néanmoins, ces deux maladies peuvent s'accompagner d'atteintes ou de complications touchant d'autres zones du corps, donc ce qu'on appelle les complications ou les manifestations extra-articulaires ou extra-digestives. Donc ça regroupe en fait différentes entités. Il y a des possibilités d'atteinte d'autres organes qui sont directement liées à la maladie. Il y a aussi les conséquences plus générales sur la santé d'une maladie inflammatoire chronique. Et puis il y a aussi les conséquences des traitements qu'on ne détaillera peut-être pas trop aujourd'hui. On va commencer par la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez, c'est un rhumatisme inflammatoire fréquent dont les manifestations principales sont les douleurs et les gonflements des articulations avec, sur les analyses de sang, un facteur rhumatoïde et des anticorps anti-CCP qui sont souvent trouvés et assez caractéristiques de ce diagnostic. Elle s'accompagne aussi d'un syndrome inflammatoire sur les analyses avec une élévation des critères que vous avez peut-être vus sur vos analyses de vitesse de sédimentation ou de C-réactive protéine. Et à terme, ce que l'on craint, hormis les symptômes qui sont douloureux, c'est le risque de dégradation articulaire. Voici un schéma qu'on avait trouvé dans un ancien numéro du Figaro sur la description de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que de base, on a tendance surtout à montrer l'articulation et même les structures internes à l'articulation, mais on ne regarde pas vraiment le bonhomme dans son intégralité, et pourtant. Il y a beaucoup de manifestations extra-articulaires qui sont rapportées dans la polyarthrite rhumatoïde. Je vous ai copié ce tableau qui les recense. Vous voyez qu'elles peuvent toucher tous les organes. Il y a des atteintes neurologiques, des mononévrites, des polyneuropathies, des neuropathies, notamment le syndrome du canal carpien. Il y a des atteintes dermatologiques, et on va revenir notamment sur les nodules rhumatoïdes qui sont une manifestation fréquente. Des atteintes pulmonaires avec ce qu'on appelle le poumon rhumatoïde qu'on va détailler un petit peu. Et puis des atteintes plus rares, des atteintes cardiaques comme des péricardites, des atteintes hématologiques avec des changements des globules rouges ou blancs, des atteintes des yeux avec notamment un syndrome de Sjögren qui est une autre maladie auto-immune souvent associée à la polyarthrite et qui peut notamment donner des sécheresses oculaires importantes, l'amylose qui est quand même une rareté et la vascularite rhumatoïde qui est également très rare et probablement en diminution par rapport à il y a 20 ans. Le plus souvent, ces manifestations, elles arrivent chez des gens qui ont des polyarthrites qui évoluent déjà depuis très longtemps. On appelle des polyarthrites anciennes, depuis plus de 10 ans. Et pour chacune de ces manifestations, la sévérité est très variable et la fréquence est très variable. Et celles qui semblent être les plus fréquentes, ce sont les nodules rhumatoïdes et le syndrome sec oculaire. Sur 10 ans d'évolution, il y a environ la moitié des gens qui vont finir par avoir une manifestation extra-articulaire. Mais heureusement, c'est le plus souvent des manifestations bénignes. Là, je vous montre les résultats d'une cohorte qui avait été faite dans le Minnesota. En fait, ils ont suivi pendant de 85 à 94 147 patients, puis de 95 à 2007 463 patients. Et ils ont regardé qui avait présenté des manifestations extra-rhumatologiques et quelles étaient ces manifestations. Et on voit que les atteintes extra-articulaires sur ces 10 ans, elles diminuent en fréquence entre la première période et la deuxième période. Les autres atteintes, c'est-à-dire les non sévères, étant stables. Et les plus fréquentes, ce sont les atteintes de type nodule rhumatoïde et les syndromes secs oculaires, derrière lesquels viennent les atteintes pulmonaires, mais avec un taux beaucoup plus faible, un petit peu inférieur à 10%. Je vais donc vous parler de ces 3 atteintes plus fréquentes. D'abord, les nodules rhumatoïdes. Vous voyez quelques illustrations sur ce schéma. Ça correspond à une atteinte du derme, c'est-à-dire la partie qui est située juste sous la peau. C'est des nodules que l'on peut sentir comme des petites boules fermes, de surface lisse, sans coloration de la peau en regard.
Et ça se situe en général en regard des phases d'extension, des coudes, des doigts. Ce sont des nodules qui en général apparaissent tardivement et qui sont plus fréquents chez les gens qui ont un facteur rhumatoïde dépisté dans le sang. Les risques sont modérés, mais de temps en temps, il peut y avoir des surinfections locales ou des compressions nerveuses sur certains nerfs, notamment au coude, sur le nerf ulnaire, qui peuvent nécessiter une libération chirurgicale du nerf. Dans les autres cas, on évite les traitements chirurgicaux de ces nodules rhumatoïdes car ils ont tendance à récidiver après l'opération et on n'enlève que ceux qui sont véritablement très gênants. Ils ont également un retentissement esthétique pour beaucoup de patients. Et certains traitements par des crèmes peuvent parfois avoir un effet positif, mais ce n'est pas certain. Le syndrome sec oculaire, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et pourtant ça donne un inconfort très important quand on l'a. Le diagnostic de certitude, il est porté par l'ophtalmologiste qui va examiner le film lacrymal. On peut aussi faire un petit test avec des bandettes pour mesurer sur un petit boulard la quantité de larmes qui sort de l'œil. Et puis avec des colorations spéciales du film lacrymal, il peut dire s'il y a un syndrome sec oculaire ou non. Le problème de ce syndrome sec, c'est que ça peut entraîner des conjonctivites, des kératites qui peuvent abîmer la cornée à terme. Donc c'est important de le prendre en charge. Malheureusement, le traitement il est assez contraignant puisqu'il consiste à mettre des larmes artificielles, des collyres, très fréquemment dans la journée. En tout cas, c'est important lorsqu'on a cette sécheresse oculaire d'être suivi régulièrement par son ophtalmologiste pour bien vérifier qu'il n'y a pas de lésions de la cornée qui apparaissent. Le poumon rhumatoïde, c'est plus préoccupant parce que le poumon, c'est un organe particulièrement noble. Et en fait, l'atteinte du poumon dans la polyarthrite rhumatoïde, elle peut prendre différentes formes qui sont listées dans le petit tableau. Il peut y avoir une atteinte de ce qu'on appelle la plèvre, c'est-à-dire l'enveloppe qui est autour des poumons, qui est liée à une réaction inflammatoire qui va donner une pleurésie, donc du liquide autour du poumon. On peut avoir des atteintes dans le tissu du poumon en lui-même, avec des nodules comme ceux de la peau qui vont pouvoir se localiser dans le tissu pulmonaire, et aussi des zones qu'on appelle des pneumopathies infiltrantes diffuses qui vont à terme pouvoir altérer la capacité d'échange d'oxygène et de CO2 par le tissu pulmonaire. Et puis il y a également des atteintes des bronches, donc les tuyaux qui conduisent jusqu'au tissu du poumon, l'air, et ça c'est ce qu'on appelle des bronchiolites ou des dilatations des bronches ou bronchiectasie. Quand on fait des scanners à tous les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, on peut trouver jusqu'à 50% de patients qui vont avoir des petites anomalies du poumon visibles en scanner. Néanmoins, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes qui accompagnent ces anomalies. Et dans ces cas-là, c'est une surveillance simple. Donc ce qui est important, c'est surtout si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, si vous sentez qu'il y a un essoufflement qui s'accentue, si vous avez une toux qui ne cède pas, si vous avez tendance à avoir des crachats bizarres, il faut en parler pour envisager un scanner pour dépister ces anomalies et voir s'il y a un traitement à mettre en place. Le risque de ces problèmes-là est bien sûr augmenté par le tabagisme, mais en particulier le risque que ces problèmes s'accompagnent de symptômes. Passons maintenant à la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire des intestins qui s'accompagne de douleurs abdominales, qui peut donner des poussées de fièvre et des signes cliniques qui peuvent être soit des signes proches des signes d'occlusion intestinale ou au contraire des diarrhées, parfois avec de la glaire ou du sang. Là aussi, il y a un syndrome inflammatoire avec une élévation de la protéine C réactive et le diagnostic repose avant tout sur les endoscopies, c'est-à-dire fibro-colo avec biopsie. Là aussi, vous voyez que les manifestations extradigestives de la maladie de Crohn sont très nombreuses et très variées et peuvent toucher différents organes. Les atteintes les plus fréquentes sont les atteintes rhumatologiques, avec des rhumatismes inflammatoires proches des spondylarthrites, que je vais vous détailler. Puis il y a également beaucoup d'atteintes cutanées qui peuvent être très impactantes. Les spondyloarthrites associées à la maladie de Crohn, c'est environ 25 à 30% des patients ayant une maladie de Crohn qui peuvent présenter une spondyloarthrite, là encore avec des degrés d'atteinte et de sévérité variables. Les différentes zones du corps atteintes, vous les voyez sur ce petit schéma, mais donc, globalement, on les regroupe, nous, dans notre façon d'analyser les choses, en différents tableaux cliniques.
D'abord les spondyloarthrites axiales, c'est-à-dire qui touchent l'axe du corps, colonne vertébrale et bassin. Les atteintes des anthèses. Les anthèses, ce sont les fixations des tendons et des ligaments sur les os. Et donc ça peut être par exemple au coude, au genou, sur le côté du bassin. Ça va donner des douleurs à type de tendinite. Et puis des atteintes de ce qu'on appelle les articulations périphériques, c'est-à-dire des membres, mains, pieds, genoux, coudes. Ces douleurs, elles ont la caractéristique d'être d'horaire inflammatoire. Ce sont des douleurs qui vont induire des réveils nocturnes. En pleine nuit, la douleur va vous sortir du sommeil. En général, plutôt en deuxième partie de nuit. Et ces douleurs, parfois, nécessitent de se lever pour se dérouiller, s'échauffer, avant de pouvoir avoir une atténuation de la douleur et se recoucher. Le matin au lever, on va avoir une sensation de raideur qui va être prolongée, plus d'une demi-heure, avant de retrouver une souplesse correcte. Et souvent, ces douleurs, elles sont plutôt améliorées lors des mouvements et des activités physiques. Traditionnellement, on dit que l'évolution des manifestations articulaires rhumatologiques n'est pas forcément corrélée à l'évolution de la maladie digestive. Néanmoins, on a des traitements qui agissent sur les deux types de manifestations de manière très efficace. Et l'idée, ça va être de se mettre d'accord entre le gastro-entérologue et le rhumatologue pour trouver une association de traitement ou un traitement qui agisse sur l'ensemble des manifestations présentées par un patient donné. La maladie de Crohn s'accompagne aussi volontiers d'atteintes cutanées. Une des plus fréquentes, c'est l'érythème noueux. Il s'agit là aussi de petits nodules fermes, mais qui sont des nodules inflammatoires, formés de granulomes comme le granulome que l'on voit dans le tube digestif sur les biopsies, et qui vont aller et venir, contrairement aux nodules rhumatoïdes qui, une fois installés, sont assez constants. Ces nodules, ils sont fermes, ils ne sont pas mobiles par rapport à la peau, arrondis, et eux, ils vont être avec des caractéristiques inflammatoires locales, donc ils peuvent être un peu rouges, un peu chauds, et sensibles lorsqu'on appuie dessus. Le plus souvent, ils sont sur la face antérieure des tibias, mais on en trouve un peu plus rarement sur les avant-bras. Une autre manifestation cutanée associée à la maladie de Crohn et qui, elle, est particulièrement douloureuse, c'est ce qu'on appelle le pyoderma gangrenosum. Donc ça se manifeste avec des petites papules rouges, douloureuses, qui ensuite vont devenir une espèce de pustule, se nécroser au centre et ensuite former un ulcère, donc une ouverture cutanée. En général, c'est sur les jambes et comme je vous le disais, c'est pourvoyeur de beaucoup de douleurs et de plaies chroniques qui sont très très longues à cicatriser. Enfin, on pourrait mettre la phtose buccale dans une atteinte cutanée puisque ce sont les muqueuses de la bouche. Certains la mettent aussi dans l'atteinte digestive en disant que finalement la maladie de Crohn, c'est de la bouche à l'anus. Alors ces deux maladies, elles se rejoignent aussi sur d'autres risques qui sont des risques à plus long terme et qui sont partagés finalement par la plupart des maladies inflammatoires chroniques. Le premier, c'est le risque d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une diminution de la densité minérale des os avec des altérations de l'architecture de l'os qui augmente le risque d'avoir des fractures. Et puis l'autre risque, c'est le risque cardiovasculaire, le risque d'avoir des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux liés à l'athérome. Et ça, c'est un risque qui semble augmenter dans ces deux maladies. Tout d'abord, l'ostéoporose. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre la façon dont est configurée la trame osseuse normale. Vous avez un os avec des travées verticale et horizontale qui lui confère sa solidité dans tous les plans de l'espace. Et puis dans l'ostéoporose, ces travées, elles vont être plus fines, il va y avoir moins d'os minéralisés, et puis leur disposition dans l'espace va être plus anarchique. Cette majoration du risque de fragilité osseuse dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et dans la maladie de Crohn, elle peut être liée à la corticothérapie. On sait que la corticothérapie déséquilibre le métabolisme osseux. Mais il y a un risque indépendant de la corticothérapie lié à la maladie en elle-même, dont on ignore exactement comment cela fonctionne d'ailleurs. Et puis, dans la maladie de Crohn, il peut y avoir aussi un lien avec, par exemple, la malabsorption de certaines vitamines, dont la vitamine D ou du calcium. L'important, c'est de connaître ce risque
et de déterminer avec votre médecin si on peut dépister une ostéoporose, si c'est utile pour vous de dépister cette maladie. Et ça se dépiste assez facilement avec un examen qui s'appelle une ostéodensitométrie. À l'aide de la densitométrie et d'autres facteurs de risque d'ostéoporose, on va pouvoir déterminer si vous avez un risque de fracture important ou non. Et si le risque est important, il existe des traitements qui ont démontré une diminution du risque de fracture. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, dans la polyarthrite rhumatoïde, les données montrent que le risque est augmenté de 30 à 60% par rapport aux gens qui n'ont pas de polyarthrite rhumatoïde. Dans la maladie de Crohn, les études sont plus contradictoires, mais il y a quand même certaines études qui montrent une augmentation du risque de problèmes cardiovasculaires par rapport aux gens qui n'ont pas de maladie de Crohn de l'ordre de 30%. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un risque de maladie cardiovasculaire ? Parce que ça va justifier un dépistage des autres facteurs de risque de faire des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux et voir ce que l'on peut améliorer de ce point de vue-là. Les facteurs de risque, ils sont représentés sur ce petit schéma. Il y a la sédentarité, donc l'activité physique, c'est bon pour tout, mais en particulier pour le risque cardiovasculaire. Il y a l'obésité, en particulier abdominale, donc avoir un poids équilibré, c'est bon pour tout, mais en particulier pour le risque cardiovasculaire. Le tabagisme augmente le risque cardiovasculaire et augmente aussi le risque de polyarthrite et de maladie de Crohn. Donc il ne faut pas fumer. L'hypertension artérielle, ça c'est important évidemment de la dépister et de la traiter si vous avez une hypertension artérielle, d'autant plus lorsqu'on est atteint d'une maladie de Crohn ou d'une polyarthrite rhumatoïde. De même pour le diabète ou l'hypercholestérolémie. Il y a d'autres facteurs sur lesquels il est plus difficile d'agir. Le sexe, l'âge, le stress et les facteurs héréditaires. Enfin, une petite information sur les conséquences des traitements. Les traitements de la maladie de Crohn et de la polyarthrite rhumatoïde, ils sont divers, mais je pense qu'il y a un risque qu'ils partagent tous, c'est le risque infectieux. Il est majoré par la plupart des traitements, y compris la corticothérapie, surtout lorsqu'elle est prise au long cours, et c'est corrélé évidemment à la dose, et puis par tous les traitements de fond, et notamment les biothérapies. Ça veut dire qu'il est important de se protéger vis-à-vis de ce risque d'infection, en évitant le contact avec des personnes atteintes de maladies contagieuses, porter des masques ou se laver les mains lorsqu'on a un risque de contagion, et puis en utilisant les vaccinations telles que les recommandations le préconisent. En cas de fièvre, évidemment, il faut consulter rapidement et parfois suspendre certains traitements de fond en fonction de ce que votre médecin vous aura suggéré. Et puis, il y a beaucoup de cas d'intolérance médicamenteuse ou d'effets secondaires. C'est tellement varié, il y a tellement de traitements potentiels que je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si un nouveau symptôme apparaît, c'est important de signaler les traitements que vous prenez au médecin pour lequel vous consultez pour ces symptômes. Et puis, c'est important aussi de signaler ce symptôme au médecin qui vous prescrit ce traitement pour voir si ça pourrait être lié au traitement. Donc pour conclure tout ça, ces maladies finalement, bien qu'elles aient des organes entre guillemets favoris, restent des maladies générales. Ces manifestations extra-articulaires ou extra-digestives, il est important de les signaler à votre médecin, y compris à votre spécialiste, même si ce n'est pas sa spécialité. Parce que nous, on a tendance ce que l'on voit, c'est des gens qui, très gentiment, veulent nous épargner en ne parlant que de ce qui nous concerne directement. Donc c'est gentil, mais en fait, c'est aussi notre métier de vous prendre en charge globalement. Il y a des maladies qui induisent des risques à long terme, c'est important de les connaître, de participer à leur dépistage, de poser la question à votre médecin sur l'intérêt d'un dépistage dans votre cas particulier, et puis de voir ce que l'on peut faire pour prévenir les conséquences éventuelles de ces problèmes. Et puis pour ce qui est des manifestations liées au traitement, il faut garder une vigilance pour nous médecins et également une vigilance en tant que patient, signaler les éventuels effets indésirables et nous solliciter pour adapter les traitements avec vous. Je vous remercie.